Depuis l'Antiquité, les penseurs s'interrogent sur les fondements de la richesse, les inégalités sociales et les mécanismes de la production économique. Cependant, aucun auteur n'a radicalement transformé la compréhension de l'économie et de la société autant que Karl Marx au XIXe siècle. Tandis que l'Europe industrielle connaissait de profondes mutations sociales et économiques, Marx a su révéler les ressorts invisibles du capitalisme, bouleversant durablement la pensée politique et économique. Dans ce contexte, sa critique de l'économie politique, publiée en 1859, constitue une étape essentielle, préparant son œuvre magistrale, Le Capital. Par ce texte dense, il cherche à démasquer les lois cachées de l'économie bourgeoise et à poser les bases de ce qu'il appellera plus tard le matérialisme historique. Comment Karl Marx, dans Critique de l'économie politique, expose-t-il une méthodologie novatrice pour analyser les mécanismes du capitalisme et en dévoiler les contradictions fondamentales? Nous commencerons par présenter les fondements méthodologiques de son travail. Ensuite, nous analyserons les concepts économiques essentiels développés dans l'ouvrage. Puis, nous étudierons la portée sociale et politique de ces analyses. Enfin, nous discuterons de l'influence et des limites de cette œuvre. Karl Marx, au début de son parcours intellectuel, s'inscrit pleinement dans le climat philosophique allemand de son époque, largement dominé par la figure imposante de Hegel. Hegel avait proposé une lecture dialectique de l'histoire, conçue comme le développement progressif de l'esprit absolu. Dans ce schéma, l'évolution historique n'était rien d'autre que l'histoire des idées, des concepts se réalisant progressivement à travers les institutions humaines, jusqu'à atteindre une forme d'achèvement rationnel. Marx, jeune hegelien critique, reconnaît d'abord la puissance méthodologique de la dialectique hegelienne. Il y puise l'idée fondamentale que l'histoire est un processus dynamique, conflictuel, traversé de contradictions. Toutefois, il ne tarde pas à opérer une rupture décisive avec son maître. Pour Marx, Hegel a commis une erreur capitale. Il a inversé la relation entre l'être et la pensée. Il a placé les idées au sommet de la réalité historique, en oubliant que ce sont les conditions matérielles concrètes qui façonnent l'esprit humain, et non l'inverse. C'est dans cette perspective que Marx développe ce qu'il appelle plus tard son matérialisme historique. Contrairement à Hegel, pour qui l'histoire est l'histoire de l'esprit, Marx affirme que l'histoire est l'histoire des luttes sociales et économiques, déterminées par les modes de production et les rapports matériels qui en découlent. Ce ne sont pas les idées abstraites qui forgent les sociétés humaines, mais bien la manière dont les hommes produisent leur existence matérielle, nourriture, vêtements, abris, outils. Dans Critique de l'économie politique, Marx insiste particulièrement sur cette inversion radicale de perspective. Il affirme que la superstructure idéologique, c'est-à-dire les systèmes de croyances, les lois, les philosophies, les doctrines religieuses, n'est qu'un reflet, une conséquence, des rapports matériels de production existants. Les idées, dans cette conception, n'ont pas d'existence autonome, elles expriment les intérêts, les contradictions et les conflits enracinés dans l'économie réelle. Ainsi, dans une société féodale, les doctrines religieuses dominantes légitiment le pouvoir monarchique et les privilèges nobiliaires, parce qu'elles reflètent les rapports de production agraire. Dans une société capitaliste, les idéologies individualistes et libérales traduisent et légitiment la libre concurrence des producteurs marchands. Ce renversement introduit une révolution intellectuelle majeure. L'étude des idées humaines ne peut se faire qu'en partant de l'analyse des structures économiques sous-jacentes. Marx se distingue ici fondamentalement de ses contemporains, même critiques. Là où certains pensent pouvoir transformer la société en changeant d'abord les mentalités ou les lois, Marx soutient qu'aucun changement durable ne peut se produire sans transformation préalable des rapports économiques eux-mêmes. L'émancipation sociale ne viendra pas d'un éveil spirituel, mais de la réorganisation matérielle de la production et de la propriété. Enfin, il convient de souligner que cette rupture avec l'idéalisme hegelien ne signifie pas un rejet total de la dialectique. Au contraire, Marx conserve de Hegel la logique du conflit et du devenir. Mais il la pose sur ses pieds. Au lieu de voir l'histoire comme le déploiement de la pensée abstraite, il la voit comme l'expression des contradictions matérielles entre classes sociales, entre forces productives et rapports de production. C'est cette méthode dialectique matérialiste qui guidera toute l'analyse économique de Marx, dans Critique de l'économie politique comme dans Le Capital. Et c'est ce qui fera de lui non seulement un critique des idées bourgeoises, mais surtout un analyste implacable des réalités économiques sous-jacentes, proposant une lecture scientifique de l'histoire humaine. Après avoir rompu avec l'idéalisme hegelien, en plaçant l'accent sur les conditions matérielles de la vie, Marx conserve néanmoins un héritage fondamental de Hegel, la méthode dialectique. Toutefois, à l'image du renversement qu'il opère sur la philosophie hegelienne, Marx transforme profondément cette méthode pour en faire un instrument d'analyse scientifique du réel. La méthode que Marx adopte est résolument dialectique, mais elle s'inscrit dans une approche matérialiste. Contrairement aux méthodes empiriques qui se contentent d'observer la réalité immédiate ou aux spéculations philosophiques qui abstraient les phénomènes du monde concret, Marx propose une interaction permanente entre concepts abstraits et réalités historiques tangibles.
La dialectique marxienne ne se limite pas à décrire ce qui est. Elle cherche à comprendre comment les choses deviennent ce qu'elles sont, par quel processus de contradiction interne elles évoluent, se transforment et parfois s'effondrent. Dans Critique de l'économie politique, Marx expose clairement que les catégories économiques, telles que la marchandise, la monnaie, le capital, ne doivent pas être appréhendées comme des concepts éternels, figés, valables pour toute époque. Au contraire, il s'agit de formes sociales historiquement déterminées, propres à un mode de production donné, en l'occurrence le capitalisme. Ainsi, la marchandise n'est pas un fait naturel. Ce n'est pas parce que les hommes échangent toujours qu'il a toujours existé une société marchande capitaliste. De même, la monnaie n'est pas une invention technique neutre, mais le produit de la complexification des échanges dans certaines conditions économiques. Quant au capital, il ne se réduit pas à l'argent ou aux biens matériels. Il est avant tout une relation sociale de production, où la propriété privée des moyens de production impose au travail vivant de se subordonner au travail accumulé. À travers cette démarche dialectique, Marx dévoile que les réalités sociales sont mouvantes, contradictoires, en perpétuelle transformation. Chaque catégorie économique contient en elle-même les germes de sa propre évolution et de son dépassement. La marchandise, dans son développement, engendre nécessairement la monnaie. La monnaie, en se concentrant et en se thésaurisant, prépare l'avènement du capital. Le capital, en exploitant la force de travail, génère des contradictions, baisse du taux de profit, surproduction, crise économique, qui mettent en péril l'ensemble du système. La dialectique matérialiste permet donc non seulement de comprendre l'état présent de la société, mais aussi d'anticiper ses métamorphoses futures. Contrairement aux économistes classiques, qui naturalisent le capitalisme comme un système universel et intemporel, Marx démontre que ce système est né historiquement et qu'il portera nécessairement en lui-même les éléments de sa propre destruction. En cela, la méthode dialectique devient chez Marx un véritable outil de critique révolutionnaire. Il ne s'agit pas seulement de comprendre le monde, mais aussi de révéler les tensions internes qui pourront conduire à son dépassement, dans une perspective d'émancipation sociale. Marx insiste sur un point méthodologique essentiel. Pour saisir la réalité sociale, il faut passer de l'abstrait au concret, mais ce concret, loin d'être donné immédiatement à la perception, est une concrétion de multiples déterminations. Ainsi, l'économie politique doit commencer par analyser des catégories générales, comme la marchandise, pour remonter progressivement à la complexité concrète du système économique réel, circulation du capital, marché mondial, crise, etc. Dans cette démarche scientifique, la dialectique matérialiste n'est pas une simple méthode de raisonnement logique, elle est l'expression du mouvement réel de la société, la traduction théorique de ses contradictions vivantes. Après avoir affirmé la nécessité d'une méthode dialectique pour analyser les processus historiques, Marx approfondit sa compréhension de la société en introduisant une distinction fondamentale et essentielle pour saisir la dynamique du changement social, celle entre l'infrastructure économique et la superstructure politique, juridique, idéologique. Pour Marx, toute société repose d'abord sur une infrastructure économique, l'ensemble des forces productives, travail, outils, techniques, ressources et des rapports de production, relations entre les classes sociales, propriété des moyens de production. Cette infrastructure est la base réelle, le socle matériel sur lequel s'érige l'ensemble des autres aspects de la vie sociale. La superstructure, quant à elle, désigne l'ensemble des institutions politiques, État, gouvernement, juridiques, lois, droits de propriété, et idéologiques, religion, philosophie, art. Ces éléments sont déterminés par la base économique de la société, c'est-à-dire les rapports de production mais à leur tour, influencent et légitiment les rapports sociaux et économiques dominants. Ces formes superstructurales ne sont pas indépendantes ou autonomes, elles sont profondément conditionnées par la structure économique sous-jacente. Dans cette optique, Marx affirme que ce ne sont pas les idées qui dirigent le monde, mais que ce sont les conditions matérielles d'existence qui déterminent les idées. Les institutions et les représentations symboliques ne flottent pas dans une sphère abstraite, elles traduisent et légitiment les rapports sociaux réels. Ainsi, dans une société fondée sur la propriété privée des moyens de production, le droit bourgeois, proclamant l'égalité formelle entre les individus, masque en réalité les profondes inégalités économiques existantes. Cette distinction entre infrastructure et superstructure permet de comprendre pourquoi et comment les sociétés changent. Lorsque les forces productives évoluent au point de devenir incompatibles avec les rapports de production existants, des tensions apparaissent. Ces contradictions internes finissent par provoquer des bouleversements majeurs, affectant aussi bien l'ordre économique que l'ordre politique et idéologique. L'histoire fournit de nombreux exemples de ce processus dialectique. La Révolution française peut être vue comme le résultat de l'incapacité du système féodal à accompagner le développement de nouvelles forces productives, industrie naissante, commerce international. La bourgeoisie, classe montante, renversa les structures politiques et juridiques de l'Ancien Régime pour instaurer un ordre conforme à ses intérêts économiques. De même, la révolution industrielle transforma non seulement l'économie, mais aussi les formes de gouvernance, les conceptions du droit, les modes de vie, les mentalités.
Marx résume cette dynamique historique par une formule célèbre. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est leur être social qui détermine leur conscience. En d'autres termes, les idées dominantes dans une société sont toujours les idées de la classe dominante, car elles servent à maintenir et légitimer l'ordre économique en place. La religion, par exemple, dans une société capitaliste, peut être utilisée pour justifier la pauvreté comme une fatalité divine plutôt que comme le résultat de rapports économiques injustes. Il est important de noter que pour Marx, la superstructure ne se contente pas de refléter passivement l'infrastructure. Elle joue aussi un rôle actif dans la stabilisation ou la contestation de l'ordre établi. Dans certains cas, les institutions politiques et juridiques renforcent les rapports de production existants en réprimant les mouvements sociaux. Dans d'autres cas, lorsque la contradiction devient trop aiguë, certaines fractions de la superstructure peuvent accompagner voire accélérer les changements révolutionnaires. Ainsi, loin d'une vision mécanique ou déterministe, l'articulation infrastructure-superstructure chez Marx est dialectique. Elle décrit une interaction complexe, dynamique, marquée par des tensions et des retournements historiques. En définitive, comprendre la distinction entre infrastructure et superstructure permet de dépasser les explications superficielles du changement social. Ce n'est pas par simple évolution morale ou par progrès intellectuel que les sociétés se transforment, mais bien par l'évolution des conditions matérielles de production et des rapports sociaux qu'elles engendrent. C'est cette compréhension profonde qui permet à Marx de penser la révolution sociale non comme un rêve utopique, mais comme un processus objectif, inscrit dans les contradictions internes du mode de production capitaliste lui-même. Après avoir posé les bases méthodologiques de son approche matérialiste et dialectique, Marx peut désormais entreprendre l'analyse concrète des éléments fondamentaux de l'économie capitaliste. Il commence par l'étude de la marchandise, forme élémentaire de la richesse dans les sociétés modernes, avant de montrer comment cette marchandise engendre historiquement des institutions telles que la monnaie et des phénomènes comme l'accumulation. Dans Critique de l'économie politique, Karl Marx identifie la marchandise comme le point de départ indispensable pour comprendre toute la logique du capitalisme. À ses yeux, toute richesse, dans une société capitaliste, se présente comme une immense accumulation de marchandises. Cette observation, qui semble banale à première vue, cache en réalité une dynamique sociale complexe qu'il s'agit de dévoiler. Mais qu'est-ce qu'une marchandise ? Pour répondre à cette question, Marx entreprend une analyse minutieuse de la nature de la marchandise. Il met en évidence que toute marchandise possède une double nature fondamentale. Premièrement, la marchandise a une valeur d'usage. Cela signifie qu'elle possède une utilité concrète, elle satisfait un besoin humain déterminé. Par exemple, un pain nourrit le corps. Une chaise permet de s'asseoir. Un vêtement protège du froid. La valeur d'usage est liée aux propriétés matérielles de l'objet lui-même. Elle est indépendante des conditions sociales dans lesquelles cet objet est produit. Autrement dit, un objet peut avoir une valeur d'usage pour une personne, même en dehors de toute logique de marché ou d'échange. Cependant, la valeur d'usage, bien qu'essentielle, ne suffit pas à faire d'un bien une marchandise dans la société capitaliste. Ce qui caractérise fondamentalement la marchandise, c'est sa seconde dimension, sa valeur d'échange. Deuxièmement, la marchandise possède une valeur d'échange. Dans une société d'échange marchand généralisé, un bien n'est pas seulement utile, il est destiné à être échangé contre d'autres biens. La valeur d'échange exprime ainsi un rapport quantitatif. Un bien peut être échangé contre un certain nombre d'autres biens. Par exemple, une paire de chaussures peut s'échanger contre une certaine quantité de blé. Mais, précise Marx, cette valeur d'échange n'est pas arbitraire. Elle n'est pas déterminée par le simple jeu des préférences subjectives ou des besoins individuels. Elle repose sur une base objective. La quantité de travail socialement nécessaire pour produire la marchandise. En d'autres termes, ce n'est pas seulement la rareté ou l'utilité qui détermine la valeur d'échange, mais le temps de travail moyen requis dans une société donnée, avec les techniques et les niveaux de productivité existants. En établissant cette distinction, Marx s'attaque frontalement aux fondements de l'économie politique classique, représentés notamment par David Ricardo et Adam Smith. Ces économistes considèrent que les marchandises s'échangent à leur juste valeur, fondée sur le travail, mais sans interroger en profondeur l'origine sociale de cette valeur ni les rapports de domination qu'elle masque. Selon eux, l'échange marchand est naturel. Il repose sur l'équivalence entre producteurs libres et égaux. L'économie est perçue comme un système harmonieux d'échanges mutuellement bénéfiques. Marx, au contraire, révèle que cette apparente harmonie cache une réalité profondément inégalitaire. Sous le système capitaliste, tous les travaux ne sont pas rémunérés de manière équitable par rapport à leur valeur sociale. Le travail salarié, par exemple, est systématiquement sous-rémunéré par rapport à la valeur qu'il produit, ce qui constitue le fondement de l'exploitation capitaliste. Par ailleurs, les rapports de propriété sur les moyens de production faussent les termes mêmes de l'échange.
Ceux qui possèdent les moyens de production imposent leur pouvoir économique. Les travailleurs, dépossédés, n'ont d'autre choix que de vendre leur force de travail à des conditions défavorables. Ainsi, l'échange marchand n'est pas un échange entre égaux, comme le prétendent les théories classiques. Il est au contraire un processus structuré par les rapports de classe, où les lois économiques elles-mêmes reproduisent les inégalités sociales. Sous l'apparente neutralité des transactions économiques, Marx découvre des rapports de domination et d'exploitation. La marchandise, en tant que telle, est donc porteuse d'une illusion sociale. Elle présente les relations sociales entre les individus comme des relations entre choses, marchandises. Ce phénomène, que Marx appellera plus tard fétichisme de la marchandise, masque l'exploitation réelle sous la forme d'échanges libres. C'est pourquoi l'analyse critique de la marchandise constitue la clé d'entrée dans toute la compréhension du capitalisme. Elle permet de dénaturaliser les formes économiques existantes et de montrer qu'elles sont des produits historiques, résultant de rapports sociaux spécifiques et non d'une quelconque nature humaine éternelle. En somme, par son analyse rigoureuse de la marchandise, Marx déconstruit les catégories économiques traditionnelles. Il révèle que derrière des formes apparemment simples et naturelles se cachent des mécanismes historiques et sociaux complexes. La marchandise n'est donc pas une donnée neutre, elle est le point d'articulation entre l'économie capitaliste, les rapports de production et la domination sociale. Cette démarche marque une rupture épistémologique majeure avec l'économie politique classique et inaugure une nouvelle manière critique et matérialiste de penser l'économie. Après avoir examiné la nature complexe de la marchandise, Marx se tourne vers la monnaie, qu'il considère comme un produit historique et social, né du développement des échanges marchands. Contrairement à l'idée dominante de son époque, selon laquelle la monnaie serait un phénomène naturel résultant d'une évolution logique du troc, Marx soutient que la monnaie n'est pas simplement une évolution naturelle mais bien une institution sociale, un rapport social cristallisé, nécessairement créé par les contradictions internes de l'échange marchand. Au fur et à mesure que le commerce se développe et que les sociétés se complexifient, l'échange direct de marchandises devient insuffisant. En effet, le troc repose sur la coïncidence des besoins. Il faut que deux producteurs désirent exactement ce que l'autre possède. La monnaie apparaît donc pour dépasser cette limite, devenant un équivalent général accepté par tous, permettant de fluidifier les échanges et de généraliser l'économie marchande. Marx identifie plusieurs rôles essentiels que joue la monnaie dans le processus de circulation simple. Tout d'abord, la monnaie agit comme mesure des valeurs, en permettant de comparer des marchandises hétérogènes entre elles. Par exemple, il devient possible de comparer un sac de blé à une paire de chaussures ou à une table. Cette capacité à mesurer n'est cependant pas neutre pour Marx. Elle suppose que toutes les marchandises sont perçues comme des produits d'un même processus social, celui du travail humain abstrait, standardisé dans le cadre du marché. La monnaie n'est donc pas seulement un outil technique, mais elle reflète une société où le travail est devenu une marchandise elle-même. Ensuite, la monnaie sert de moyen de circulation, facilitant les échanges en agissant comme intermédiaire dans les transactions. Au lieu d'échanger directement des marchandises contre d'autres, on vend d'abord une marchandise contre de la monnaie, puis on utilise cette monnaie pour acheter une autre marchandise. Ce processus peut être schématisé ainsi: marchandise, monnaie, marchandise. Marx souligne que cette circulation monétaire permet au capitalisme de dissocier la vente de l'achat. On peut vendre sans acheter immédiatement et acheter sans vendre soi-même. Cependant, cette séparation ouvre la voie à des crises, notamment une crise de surproduction et de dévalorisation généralisée si tout le monde cherche à vendre sans acheter. Dès lors, la fonction de moyen de circulation contient déjà les germes des crises capitalistes futures. Dans le domaine des échanges internationaux, la monnaie assume encore un autre rôle, celui de monnaie mondiale. Les différents marchés nationaux, bien qu'interconnectés par le commerce international, n'ont pas tous la même monnaie. Historiquement, l'or et l'argent ont joué le rôle d'équivalents mondiaux en raison de leur caractère universellement reconnu. La monnaie mondiale a ainsi plusieurs fonctions. Elle sert d'étalon des valeurs dans les échanges internationaux, de moyen de règlement entre États et de réserve de valeur dans les flux mondiaux de capitaux. Marx anticipe des phénomènes que l'on observe encore aujourd'hui, bien que la forme ait évolué avec les devises modernes comme le dollar ou l'euro. Cependant, la monnaie mondiale demeure soumise aux mêmes dynamiques de déséquilibre, de concentration des richesses et de tensions commerciales. Marx s'intéresse également aux processus spécifiques liés à la monnaie qui révèlent ses contradictions internes, comme la thésaurisation. Certains agents économiques retirent de la monnaie de la circulation pour la conserver sous forme de trésor, accumulant la monnaie pour elle-même comme réserve de valeur. Ce phénomène réduit la fluidité des échanges, ralentit l'économie et peut provoquer des blocages systémiques. De plus, la monnaie permet le paiement différé, c'est-à-dire de contracter des dettes, ce qui introduit une instabilité supplémentaire, puisque les paiements futurs peuvent ne pas être honorés. Une crise de confiance peut alors entraîner une crise généralisée du crédit et des faillites en chaîne. Ces contradictions montrent que la monnaie, loin d'être un simple outil neutre de l'économie, est porteuse en elle-même des tensions structurelles du capitalisme.
La possibilité de thésauriser, de spéculer et de reporter le paiement transforme la monnaie en un facteur actif d'instabilité économique, accentuant les crises périodiques. À travers son analyse de la monnaie et de la circulation simple, Marx démontre que les fondements mêmes du capitalisme contiennent des contradictions explosives. Bien que la monnaie rende possible les échanges généralisés, elle introduit des dissymétries et des risques qui rendent le système intrinsèquement instable. Ainsi, loin d'apparaître comme un simple outil neutre ou bénéfique, la monnaie révèle la logique conflictuelle du mode de production capitaliste, marquée par l'instabilité chronique et la reproduction incessante des crises. Suite à l'analyse de la monnaie comme une institution sociale née du développement des échanges, Marx se penche sur la forme matérielle historique qu'a prise la monnaie, en particulier l'usage des métaux précieux, tels que l'or et l'argent, dans les économies anciennes et modernes. Marx observe que historiquement, ces métaux ont été les supports matériels privilégiés pour la fonction monétaire, une prédominance qui n'est ni le fruit du hasard, ni une simple préférence culturelle. Cette domination de l'or et de l'argent s'explique par plusieurs caractéristiques physiques et économiques spécifiques à ces métaux. Leur rareté relative dans la nature confère à ces métaux une valeur intrinsèque, les rendant particulièrement adaptés à un usage monétaire. En effet, leur rareté les distingue des autres matériaux disponibles, ce qui en fait un moyen d'échange largement accepté et reconnu. Ensuite, leur durabilité est un atout majeur. Ces métaux ne s'usent pas facilement, ne se dégradent pas et peuvent traverser le temps sans perdre leurs propriétés physiques. De plus, leur divisibilité sans perte de valeur permet de les fractionner en unités plus petites, facilitant ainsi les transactions de diverses valeurs. Leur portabilité et uniformité qualitative ajoutent encore à leur efficacité en tant que moyen d'échange, car ces métaux sont facilement transportables et leur valeur ne varie pas d'un endroit à l'autre. Ces propriétés font de l'or et de l'argent des instruments idéaux pour remplir les fonctions essentielles de la monnaie, agir comme étalon de valeur, servir de moyen de circulation et de réserve de valeur. La combinaison de ces caractéristiques leur permet d'être utilisées efficacement dans les échanges commerciaux et d'offrir une stabilité relative, essentielle à la confiance et à l'organisation des économies marchandes. Cependant, Marx critique la manière dont les économistes classiques, notamment ceux de l'école anglaise, abordent la question de la valeur des métaux précieux. Dans la tradition économique dominante, la valeur de l'or est souvent perçue comme une évidence presque naturelle. Elle serait simplement le résultat de sa rareté physique ou de sa valeur intrinsèque. Marx rejette cette approche, considérant qu'elle ne permet pas de comprendre correctement la valeur de l'or. Pour Marx, tout comme toute autre marchandise, l'or tire sa valeur non pas de ses propriétés physiques, mais de la quantité de travail socialement nécessaire pour l'extraire et le produire. En d'autres termes, la valeur de l'or n'est pas fixée par sa rareté naturelle, mais par les conditions sociales de sa production, telles que le temps de travail, les techniques minières utilisées et la productivité du travail. Cette analyse permet de réintégrer l'or et l'argent dans la théorie générale de la valeur travail. Marx souligne que ces métaux précieux ne constituent pas une exception naturelle, mais qu'ils participent pleinement aux lois économiques qui gouvernent toutes les marchandises. Ils sont donc soumis aux mêmes principes de production et d'échange que n'importe quel autre produit dans l'économie capitaliste. Marx met en évidence une contradiction fondamentale dans l'usage des métaux précieux comme monnaie. D'une part, l'or et l'argent doivent fonctionner comme des étalons de valeur, garantissant la stabilité des échanges, en servant d'unité de compte fiable et universelle. Leur rôle consiste à assurer une mesure constante de la valeur des autres marchandises et à faciliter les transactions en offrant un instrument de circulation stable et accepté de tous. Cependant, d'autre part, en tant que marchandises ordinaires, l'or et l'argent sont soumis aux fluctuations économiques qui affectent toutes les marchandises. Ces fluctuations comprennent des facteurs tels que les variations des coûts d'extraction, la découverte de nouveaux gisements, comme les ruées vers l'or, et des crises affectant la production minière. Ces éléments impactent directement la quantité d'or disponible, son pouvoir d'achat, et par conséquent, la stabilité du système monétaire. Ainsi, Marx souligne que la monnaie métallique, loin d'offrir une base totalement stable, est elle-même intégrée dans le mouvement historique du travail humain et des dynamiques économiques. Ce paradoxe affaiblit l'idée classique selon laquelle la monnaie métallique garantirait une stabilité parfaite aux échanges. Au contraire, l'étalon métallique est traversé par les contradictions mêmes du processus de production, donnant lieu à des crises de dévaluation, de l'inflation et des variations brutales du pouvoir d'achat. Ces instabilités montrent que la monnaie métallique n'est pas un simple instrument neutre, mais qu'elle est sujette aux mêmes dynamiques de fluctuation et de crise qui caractérisent l'ensemble du système capitaliste. Cette instabilité relative de la monnaie métallique a eu plusieurs conséquences historiques que Marx anticipe déjà. L'une des premières est celle des crises monétaires, qui surviennent lorsque la valeur du métal varie rapidement, perturbant ainsi tous les contrats et dettes établis. En raison de cette instabilité, la fluctuation de la valeur de l'or ou de l'argent affecte directement la stabilité économique et les relations financières, provoquant des périodes d'incertitude et de crise. Une autre conséquence réside dans les politiques de dévaluation.
Face à cette instabilité, les États peuvent manipuler la quantité de monnaie en circulation en altérant le titre métallique des pièces, par exemple en réduisant le contenu en or ou en argent. Ces ajustements visent à maintenir une certaine stabilité monétaire, mais ils exacerbent souvent les problèmes liés à la fluctuation du pouvoir d'achat et à la confiance dans le système monétaire. Enfin, Marx envisage la transition vers des formes monétaires plus abstraites, telles que les billets de banque, le papier-monnaie et le crédit. Ces nouvelles formes cherchent à s'émanciper du support métallique tout en hériter des contradictions fondamentales de la monnaie métallique. Bien que ces formes de monnaie semblent se détacher des contraintes physiques des métaux précieux, elles demeurent néanmoins intégrées aux mêmes dynamiques économiques, notamment les fluctuations de valeur et les crises de dévaluation. Ainsi, Marx voit dans les métaux précieux non seulement le fondement historique du système monétaire capitaliste, mais aussi un révélateur des tensions internes du système. Même la solidité apparente de l'or repose sur une réalité historique instable, façonnée par les évolutions du travail social et les contradictions inhérentes à l'économie politique. Ces dynamiques ne sont pas seulement des caractéristiques accidentelles du système monétaire, mais des éléments essentiels qui reflètent les contradictions profondes du capitalisme. À travers son analyse des métaux précieux, Marx démontre que le capitalisme repose sur des bases matérielles historiquement mouvantes. En effet, même les éléments qui semblent offrir une garantie de stabilité, tels que l'or et l'argent, sont en réalité soumis aux lois du travail social, aux rapports de production et aux aléas économiques. Ainsi, loin d'être un simple étalon neutre de valeur, la monnaie métallique incarne en elle-même toutes les contradictions du système marchand. D'une part, elle dépend entièrement de la production humaine, car sa valeur est déterminée par la quantité de travail nécessaire pour l'extraire et la produire. Elle n'est donc pas un objet naturel ou stable en soi, mais un produit du travail social. D'autre part, elle est vulnérable aux crises économiques, comme le montre l'instabilité des prix des métaux précieux, les fluctuations de leur disponibilité et les crises monétaires qui en résultent. Cette instabilité expose le système à des déséquilibres qui peuvent se traduire par des crises financières et des perturbations dans les échanges économiques. En outre, la monnaie métallique joue un rôle ambivalent. D'un côté, elle stabilise les échanges en servant d'étalons de valeur et de moyens de circulation. Mais, de l'autre côté, elle peut accélérer les tensions économiques en exacerbant les contradictions du système. Par exemple, les fluctuations de la valeur de l'or peuvent entraîner des déséquilibres dans les relations économiques, créant des inégalités et des crises systémiques. Ainsi, Marx montre que l'économie capitaliste est instable jusque dans ses fondations les plus matérielles. Par conséquent, toute apparence d'équilibre cache en réalité des dynamiques historiques conflictuelles et des contradictions internes qui marquent le mode de production capitaliste, rendant son équilibre fragile et temporaire. Après avoir exposé les catégories économiques fondamentales, la marchandise, la monnaie, le capital, Marx élargit son analyse pour montrer que ces mécanismes économiques ne sont pas confinés au domaine de la production matérielle. Ils structurent profondément toute la société, façonnant ses institutions, ses hiérarchies et ses conflits. L'économie n'est pas un secteur isolé. Elle est la base réelle sur laquelle se construisent toutes les dimensions politiques, juridiques et idéologiques de la vie sociale. Selon Marx, toute société historique repose sur une certaine organisation du travail et des moyens de production. Cette organisation, qu'il désigne sous le terme de rapport de production, définit la manière dont les individus entrent en relation pour produire les biens nécessaires à leur survie et à leur développement. Ces rapports de production sont d'une importance capitale, car ils déterminent la structure sociale dans son ensemble. Ils posent des questions fondamentales. Qui possède les moyens de production, terre, usine, outils? Qui doit vendre sa force de travail pour survivre? Quels sont les rapports entre les différentes classes sociales? Contrairement à l'opinion courante selon laquelle l'État serait le moteur de l'organisation sociale, Marx soutient que l'État n'est qu'un instrument au service des rapports de production existants. Dans une société féodale, l'État défend la propriété seigneuriale et les privilèges héréditaires. Dans une société capitaliste, l'État protège la propriété privée des moyens de production et garantit les conditions nécessaires à l'accumulation du capital. Ainsi, Marx renverse complètement la perspective traditionnelle. Ce n'est pas l'État qui façonne l'économie, mais l'économie qui façonne l'État. Les lois, les institutions politiques et même les droits fondamentaux sont historiquement déterminés par les besoins du mode de production dominant. Cette thèse invite à lire l'histoire non pas comme l'évolution d'idées abstraites de justice ou de démocratie, mais comme le produit des luttes sociales, enracinées dans les contradictions matérielles entre les classes. Un autre concept fondamental que Marx développe dans Critique de l'économie politique est celui d'aliénation économique. Dans le capitalisme, l'organisation du travail génère une situation d'aliénation généralisée pour le travailleur. L'aliénation se manifeste sous plusieurs formes distinctes, qui illustrent à quel point le travailleur est coupé de sa propre humanité et de ses créations. Premièrement, le travailleur ne possède pas les moyens de production. Les usines, les machines, les terres sont la propriété des capitalistes.
En conséquence, le travailleur n'a d'autre choix que de vendre sa force de travail pour subsister, devenant ainsi dépendant du capitaliste pour sa survie. Deuxièmement, le travailleur ne possède pas le produit de son travail. Tout ce qu'il produit appartient au capitaliste, qui en dispose à sa guise. Ainsi, le travailleur est étranger au résultat de son activité, ce qui le prive du sens du travail et du lien direct avec ce qu'il produit. Troisièmement, le travailleur ne maîtrise pas son activité. Le rythme, le contenu et les modalités de son travail lui sont imposés par l'organisation du capital. Le travailleur devient un simple rouage dans une machine économique qu'il ne contrôle pas, ce qui accentue sa dépersonnalisation et son déni de liberté. En conséquence, le travailleur est réduit à l'état d'appendice du système productif. Il est dominé par des forces sociales qu'il a pourtant contribué à créer, mais dont l'autonomie et la puissance le dépassent. Cette aliénation économique n'est pas seulement matérielle, elle est aussi existentielle et psychologique. Le travailleur, dans ce système, est déshumanisé. Son activité est réduite à un simple moyen de survie, ce qui détruit son autonomie créatrice et sa dignité. À travers cette analyse, Marx révèle que le capitalisme, loin d'être un système naturel ou harmonieux, produit une forme profonde de dépossession de l'individu. Cette aliénation est inscrite dans les structures mêmes de l'économie capitaliste, réduisant l'individu à un instrument au service du capital, sans contrôle sur ses propres moyens d'existence et de production. Dans Critique de l'économie politique, Marx esquisse également une intuition fondamentale qui deviendra le cœur de son œuvre majeure, le capital, la théorie de la plus-value. Il y formule une constatation clé. La valeur créée par les travailleurs excède largement ce qu'ils reçoivent sous forme de salaire. Cet excédent de valeur, Marx le souligne, est approprié par le capitaliste sans contrepartie. En d'autres termes, le salaire versé aux travailleurs ne correspond pas à la valeur totale qu'il produit. Il ne couvre que ce qui est nécessaire à la reproduction de la force de travail, nourriture, logement, habillement, etc. Le surplus de valeur, soit la différence entre ce que le travailleur produit et ce qu'il reçoit en retour, est capté par le capitaliste sous forme de plus-value. Cette plus-value constitue ainsi la source du profit capitaliste et permet l'accumulation du capital, l'expansion des entreprises et la croissance économique. Cependant, cette dynamique se fait au prix de l'exploitation systématique du travail humain. Marx révèle donc que le capitalisme n'est pas fondé sur un échange équitable entre les parties, mais repose sur un rapport d'exploitation structurelle, dissimulé sous la forme d'un contrat de travail apparemment libre. Ce processus, qui semble juste en surface, masque une dynamique d'inégalité et d'exploitation fondamentale. Bien que cette théorie de la plus-value soit seulement esquissée dans Critique de l'économie politique, elle marque un tournant décisif dans la compréhension critique du système capitaliste. Elle sera développée de manière rigoureuse et détaillée dans le Capital, notamment à travers l'analyse du travail nécessaire et du travail excédentaire. En analysant les rapports de production, l'aliénation économique et la plus-value, Marx élabore une vision de la société capitaliste non comme un ordre naturel ou rationnel, mais comme un système conflictuel, reposant sur l'exploitation d'une classe par une autre, la dépossession des travailleurs et la concentration progressive de la richesse. Cette perspective ouvre la voie à une critique radicale de la société bourgeoise et pose les bases théoriques des luttes sociales et révolutionnaires futures. Critique de l'économie politique marque la naissance du socialisme scientifique, par opposition au socialisme utopique. Marx propose une explication rigoureuse et matérialiste des conditions de domination économique et de la nécessité de leur dépassement. Il ne se contente pas d'une critique théorique, il élabore également une méthode d'analyse historique, fondée sur les rapports de production, qui sera applicable aux évolutions sociales futures. Cette approche, fondée sur les structures économiques et les luttes de classe, établit les bases du socialisme scientifique, où la transformation de la société repose sur une compréhension claire des mécanismes économiques et des forces sociales à l'œuvre. L'œuvre de Marx reste inachevée à ce stade, ce qui présente certaines limitations. Tout d'abord, il n'aborde pas de manière approfondie des questions importantes telles que la propriété foncière et le salariat. De plus, certaines analyses sont encore schématiques en comparaison de l'approfondissement qu'il offrira dans le Capital. Enfin, Marx sous-estime parfois la capacité du capitalisme à se transformer pour survivre, en particulier à travers des régulations sociales ou étatiques. Cette capacité de résilience du capitalisme, qui peut se réajuster en réponse aux crises, n'est pas suffisamment prise en compte dans cette première phase de son analyse. Malgré ces limites, de nombreux phénomènes modernes viennent confirmer les intuitions de Marx. Les crises financières contemporaines rappellent la tendance du capitalisme à l'instabilité, comme l'avait anticipé Marx avec sa théorie des crises économiques périodiques. De plus, les inégalités de richesse continuent de s'aggraver à l'échelle mondiale, accentuant les divisions sociales et économiques. La marchandisation croissante de secteurs essentiels comme la santé, l'éducation et l'environnement donne une pertinence renouvelée à l'idée d'aliénation, une notion qui, selon Marx, décrit la déconnexion des individus des produits de leur travail et des aspects fondamentaux de leur existence.
Ainsi, même si les formes du capitalisme ont évolué, ces contradictions fondamentales, mises en lumière par Marx, demeurent toujours actives. Les défis économiques contemporains continuent de refléter les problèmes structurels qu'il a identifiés, ce qui confirme la pertinence de ces analyses dans l'étude des sociétés capitalistes modernes. La critique de l'économie politique est une œuvre fondamentale qui dépasse l'analyse superficielle du capitalisme. Elle en dissèque la logique interne, ses contradictions et ses implications humaines et sociales. Par sa méthodologie, elle instaure une manière radicalement nouvelle d'aborder les phénomènes économiques, en articulant étroitement la production matérielle et les formes sociales. Cette démarche jette les bases du matérialisme historique et inaugure une approche scientifique de l'économie politique, en mettant en lumière les forces économiques qui façonnent les sociétés humaines. Aujourd'hui, dans un monde globalisé marqué par l'accélération technologique, l'extension des marchés financiers et les crises écologiques, la critique marxienne conserve une étonnante vitalité. Cependant, pour qu'elle reste pleinement opérante face aux enjeux contemporains, elle doit être adaptée aux mutations actuelles. L'analyse de Marx du travail industriel, par exemple, doit être élargie pour inclure de nouvelles formes d'exploitation, telles que le travail numérique ou l'économie des plateformes, qui caractérisent de plus en plus le monde du travail. Ainsi, étudier Marx n'est pas se figer dans le passé, mais plutôt trouver des outils critiques pour penser et comprendre l'avenir. Ces théories offrent toujours une clé de lecture pour déchiffrer les contradictions du capitalisme moderne et sont plus que jamais pertinentes pour comprendre les transformations sociales et économiques de notre époque. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt!